Dans cet épisode de Cruauté en Fast Story, nous revenons sur une affaire où les apparences ont servi de camouflage à l'horreur. On va plonger ensemble dans une affaire glaçante, tragique, presque absurde, tant elle repose sur une trahison invisible. L'histoire d'une jeune femme mariée, respectée, aimée, mais qui, sans même le savoir, se retrouvait au cœur d'un triangle amoureux mortel. Tout s'est déroulé en 2015, dans une ville côtière que certains d'entre vous connaissent peut-être sous le nom de Port Elizabeth, une ville tranquille, du moins en apparence. Et si vous êtes à jour sur les rebaptisations géographiques, vous savez peut-être que depuis février 2021, elle porte un tout nouveau nom. Un nom à rallonge, un peu capricieux pour la prononciation. Je vous laisse le plaisir de le découvrir par vous-même, si le cœur vous en dit. Mais pour ne pas compliquer les choses, et parce que l'horreur dont on va parler s'est produite bien avant ce changement, on va rester sur Port Elizabeth, d'accord? Simple, efficace, et surtout, bien assez chargé en drame. Je suis Genéza, et aujourd'hui, nous allons voir comment une vie ordinaire a sombré dans l'impensable. Préparez-vous, car il n'y a rien de plus terrifiant qu'un sourire qui cache un contrat. Port Elizabeth, une ville ensoleillée, ouverte sur l'océan Indien, où les touristes viennent chercher le calme, ou l'aventure. On y trouve des plages dorées, des bars animés, des centres commerciaux à foison, bref, tout ce qu'il faut pour attirer du monde. Mais ce que peu de gens savent, c'est que Port Elizabeth est aussi une ville sauvage. Littéralement, c'est la seule ville d'Afrique du Sud où l'on peut croiser, à l'intérieur même de ses limites, les plus majestueux représentants de la faune africaine. Imaginez un peu lions, léopards, éléphants, rhinocéros, buffles, et même le requin-baleine. Oui, tout ce petit monde réuni dans un même décor, une ville pleine de vie, mais aussi, vous allez le voir, pleine de secrets. Et en 2004, au milieu de ce décor digne d'un roman d'aventure, vivait un jeune homme de 18 ans, Christopher. Fils d'un homme d'affaires local bien connu, Costa Panayotou, il venait de boucler ses études secondaires. L'avenir devant lui, les idées claires et une ambition déjà bien aiguisée. Il voulait suivre les traces de son père, qui possédait plusieurs commerces en ville, dont le fameux snack-bar Bambi sur Market Street, un petit endroit sans prétention, mais très apprécié des habitués. Christopher, lui, n'était pas du genre fainéant. On le décrivait comme sérieux, bosseur, avec un flair inné pour les affaires. Mais, un jour, lors d'une fête entre amis, comme celle où l'on ne s'attend jamais à ce que le destin frappe, il a posé les yeux sur un visage. Et ce visage, c'était celui de Jade. 18 ans, elle aussi. Un sourire qui vous arrête net, une douceur presque désarmante. Ils ont parlé, ri, partagé quelques banalités, puis très vite, ils ont compris. Quelque chose se passait. Les semaines ont filé. Ils se sont revus, encore et encore. Et ce qui n'était au départ qu'un échange anodin est devenu une évidence. Ils étaient tombés amoureux. Jade, c'était une jeune femme solaire, généreuse, le genre de personne qui illumine une pièce juste en y entrant. Et parce qu'elle portait en elle cette envie de faire le bien autour d'elle, elle avait choisi de devenir enseignante. L'année suivante, en 2005, Jade a commencé ses études universitaires. Une nouvelle étape, un nouvel élan. Pendant ce temps, son histoire avec Christopher a continué de s'épanouir. À l'image de leurs ambitions respectives, Jade évoluait, s'affirmait, engrangeait des compétences. Christopher, lui, voyait son entreprise familiale prendre de l'ampleur. Bref, tout semblait aller dans le bon sens. Et puis, en 2011, les choses sont devenues sérieuses.
très sérieuse, Jade a décroché son diplôme, une fierté immense, et a été embauchée dans une école primaire locale. Elle faisait ce qu'elle aimait, enseigner, transmettre, inspirer. De son côté, Christopher enchaînait les succès commerciaux. Alors, naturellement, il a franchi le pas. Il lui a demandé sa main, et elle a dit oui. Les fiançailles ont été célébrées, le couple s'est installé ensemble. Tout était en place pour une vie de bonheur simple, enfin en apparence, parce qu'en coulisses, une toute autre histoire se jouait. Depuis environ 2 ans, sans que Jade n'en ait la moindre idée, Christopher entretenait une liaison, et pas avec n'importe qui. Il avait engagé une jeune femme dans l'un de ses magasins. Son nom ? Chanel Coutts, une employée, au départ. Juste ça. Puis, en 2012, les frontières entre vie pro et vie perso ont commencé à s'estomper, rapidement. Trop rapidement. Christopher et Chanel ont entamé une liaison secrète. Et même si rien n'était officiel, bien sûr, il fallait préserver les apparences, les collègues de travail n'étaient pas dupes, des regards échangés, des gestes un peu trop tendres, des horaires prolongés au bureau. Ils ont vu les signes. Et pendant que Jade pensait vivre une histoire d'amour stable, son fiancé passait des nuits à l'hôtel avec une autre femme, parfois même. Lorsque Jade s'absentait, Chanel venait carrément chez eux. Oui, chez eux. Combien de temps ça a duré? On ne le sait pas avec certitude. Ce qu'on sait en revanche, c'est qu'un jour, le père de Christopher a appris l'existence de cette double vie. Et là, autant vous dire que le ton a changé. Costa n'était pas juste un père aimant. C'était aussi un patriarche, un homme à l'ancienne, et il adorait Jade. 8 années de relation avec son fils et pas une seule ombre au tableau. Elle était loyale, bosseuse, généreuse, une perle rare. Il la voyait déjà comme sa belle-fille officielle, celle qui porterait un jour le nom de la famille. Alors, apprendre que son fils jouait à ce petit jeu de cache-cache avec une employée? C'était non. Costa a menacé. S'il ne mettait pas fin à cette liaison, ou pire, s'il quittait Jade pour Chanel, il serait purement et simplement déshérité. Alors, après leur confrontation houleuse, disons-le franchement, il a juré à son père qu'il allait rompre avec Chanel, qu'il allait rentrer dans le droit chemin. Mais voilà, c'était du vent. Derrière le rideau des bonnes intentions, Christopher et Chanel ont continué leur petit théâtre de l'ombre, discret, prudent, mais toujours ensemble. Et Jade, elle n'a rien vu venir, rien du tout. Elle avançait dans sa vie de jeune épouse, le cœur léger, convaincue d'avoir épousé l'homme de sa vie. En 2012, ils se sont mariés, officiellement. Monsieur et Madame Panayotou, un beau couple, stylé, photogénique, le genre que les autres couples regardent avec un soupçon d'envie. Sauf que, derrière les apparences, la fissure s'élargissait déjà. Les mois ont passé et un événement est venu illuminer le quotidien de Jade. Elle a été embauchée comme enseignante au Riebeek College Girls High School. Un bel établissement, réputé, dans un quartier voisin, une vraie réussite. Mais pendant que Jade rayonnait dans son nouveau poste, du côté de Christopher, c'était l'effondrement. Lent, silencieux, mais inévitable. Les affaires allaient mal, très mal. Les revenus du magasin chutaient. Le restaurant tournait au ralenti. Et chaque mois, les chiffres passaient un peu plus dans le rouge. Et il faut dire, entretenir une double vie, ça coûte cher, très cher. Christopher ne se contentait pas d'envoyer des petits messages à Chanel.
Non, il sortait le grand jeu, hôtel, cadeaux luxueux, dîners, escapades, et même des cadeaux pour la meilleure amie de sa maîtresse, histoire de s'assurer qu'elle garde bien le silence. Oui, on en était là, à payer la loyauté, à coups de bijoux et de week-ends discrets. Mais tout ça, évidemment, a eu un prix. Son compte bancaire saignait. Alors il a fait ce que font tous les infidèles débordés. Il travaillait plus, beaucoup plus. Il a rajouté des heures, encore et encore, prétendant que c'était pour sauver l'entreprise. Ce qui, techniquement, n'était pas tout à fait faux. Sauf que pendant ce temps-là, Jade, elle, tombait dans l'oubli. Elle voyait son mari s'éloigner, jour après jour. Il était toujours occupé, toujours enfermé au travail. Elle passait ses soirées seule, ses week-ends sans lui. Avec le temps, Jade ne savait plus quoi faire. Elle en a parlé à ses proches, timidement d'abord, puis un peu plus franchement. Elle expliquait qu'à la maison, son mari n'y était plus vraiment. Il était là physiquement, oui, mais mentalement, émotionnellement, ailleurs, toujours ailleurs. Jade faisait des efforts. Elle lui proposait de dîner ensemble, insistait parfois pour qu'il rentre tôt, allait même jusqu'à lui rendre visite au magasin, dans l'espoir de le voir, de retrouver ne serait-ce qu'une étincelle de ce qu'ils avaient été. Mais rien n'y faisait. Et puis, en septembre 2014, quelque chose a craqué en elle. Le 21 septembre, Jade a pris un stylo, une feuille, et elle a écrit une lettre, une de celles qu'on écrit que quand on est au bord du vide, une lettre qui transpirait la douleur, le manque, la solitude. Elle y parlait de son désir d'être aimée, juste ça, être aimée, d'avoir un mari normal, un homme pour qui elle serait la seule, l'unique. Elle se demandait pourquoi c'était si difficile d'être heureuse, pourquoi son mari lui cachait tant de choses, pourquoi il était devenu impossible de communiquer avec lui. Et la phrase qui serre la gorge, celle-là, je me sens comme si on m'avait arraché le cœur, comme s'il avait été piétiné. Voilà, c'était ça la vérité de Jade, une femme brisée, mais qui continuait d'espérer. Ses proches, eux, avaient bien remarqué. Jade était seule, trop seule, même sa meilleure amie l'avait vue. Un jour, Christopher, dans un moment de lucidité ou de stratégie, allait savoir, avait demandé ce qu'il pourrait offrir à Jade pour son anniversaire. Et la réponse avait été simple, déchirante, presque gênante. Elle veut juste passer du temps avec toi. Christopher le savait au fond. Il n'était pas aveugle. Il voyait son couple lui glisser entre les doigts. Mais il continuait de s'acharner sur ses affaires en déclin. Il s'enfermait dans son travail et dans ses pensées. Des pensées qui, bien souvent, tournaient autour d'une autre femme. Et puis, tout a basculé. Le mardi 21 avril 2015. Un jour ordinaire, censé l'être en tout cas. Jade devait se rendre comme d'habitude au Rhibic College Girls High School. Elle enseignait là-bas. 40 minutes de route. Rien de nouveau. Comme chaque matin, elle devait quitter la maison à 6h15. Jade se rendait habituellement au travail en voiture avec son amie et collègue Cherise Swanepoel. Ce mardi 21 avril 2015 ne devait pas être différent des autres jours. Jade devait sortir de chez elle le matin à 6h15 et attendre que son amie vienne la chercher. Mais cette fois, lorsque son amie est arrivée, Jade était introuvable. Les appels sur son téléphone portable sont restés sans réponse et personne n'a répondu à la porte d'entrée. L'inquiétude et l'anxiété ont commencé à monter lentement
et son ami a décidé d'appeler la police. À 10 heures du matin, un avis de disparition a été publié sur tous les réseaux sociaux et très rapidement, de nombreux médias ont relayé cette nouvelle. La police a lancé des recherches massives le même jour, en utilisant plusieurs équipes et unités cynophiles, mais au coucher du soleil. La police ne savait toujours pas où se trouvait Jade. La famille de la jeune femme a offert 50 000 rands, environ 2 500 €, pour toute information pouvant aider à retrouver Jade. Cette récompense a été portée à 150 000 rands, environ 7 500 €. Mais lorsque les recherches ont commencé à s'intensifier, grâce à la participation de volontaires et de personnes concernées, une nouvelle tragique est survenue à 10 heures du matin. Un officier de police a rapporté qu'avec son unité cynophile, il avait découvert le corps d'une jeune femme. Ce corps était situé dans un endroit envahi par les buissons, près d'une route gravillonnée et non loin d'un township appelé Kwanobule. Malheureusement, l'expert médico-légal a rapidement confirmé que le corps appartenait effectivement à Jade Panayotou. Elle était entièrement habillée et avait été abattue de 2 balles dans le dos, une dans la tête, et il s'est avéré que ses cartes bancaires ainsi que des bijoux avaient disparu. Les membres de la famille qui ont été appelés étaient choqués par ce qui s'était passé. Les amis de la famille ne cachaient pas leurs larmes. Christopher était présent à l'école où Jade travaillait. Les élèves et les collègues pleuraient la perte de leur gentille et attentionnée enseignante. La douleur s'est répandue à travers toute l'Afrique du Sud. Cet événement a été largement diffusé sur tous les réseaux sociaux, mais une question cruciale et troublante concernant la mort de Jade restait sans réponse. Pourquoi a-t-elle été assassinée? Cette enseignante bienveillante ne posait de problème à personne. Son meurtre était totalement injustifié, d'autant plus que l'on a découvert qu'elle avait été également volée. Le lendemain, la police a publié 2 images de caméras de surveillance. Les policiers ont également découvert que le jour de la mort de Jade, ses cartes bancaires avaient été utilisées en 2 endroits différents et les caméras avaient capturé 2 images. Mais aucun des proches de Jade ne connaissait l'identité de ces personnes. Une semaine plus tard, la famille et les amis de Jade ont organisé une veillée funèbre dans une église catholique à Newton Park et ont enterré la jeune femme. Parmi les centaines de personnes venues exprimer leur chagrin et dire au revoir, il y avait de nombreux élèves de Jade, ainsi que tous ses proches qui ont été quelque peu surpris par l'expression touchante et poétique de respect de Christopher envers sa défunte épouse. Cependant, toute la tristesse de Christopher semblait quelque peu étrange et feinte. Il s'est avéré que toutes les actions par lesquelles le mari de la défunte exprimait son désespoir étaient soigneusement préparées. Christopher a plagié le texte de l'oraison funèbre de Charles Atkins pour rendre hommage à sa défunte épouse. Il y avait une incroyable ressemblance. Mais bien que l'utilisation du discours et du scénario d'un autre ait été un acte peu louable, cela ne pouvait pas incriminer Christopher. Il était sûrement bouleversé et ne pouvait pas trouver quelque chose qui venait du cœur. En même temps, d'autres choses suspectes se sont produites, et l'étau se resserrait de plus en plus autour du cou de Christopher. Un jour, la police a effectivement arrêté une personne en relation avec le meurtre de Jade, sur la base d'une information provenant d'une source non divulguée. L'arrestation a été faite sur un certain Lutando Sioni, qui travaillait dans le bar à cocktail de Christopher
en tant qu'agent de sécurité et garde du corps. Des rumeurs circulaient selon lesquelles Lutando aurait organisé le meurtre de Jade. Lutando a affirmé aux policiers que Christopher lui avait demandé d'engager un tueur pour tuer sa propre femme. Et bien que Lutando n'aurait pas fait cela lui-même, il connaissait des amis capables de commettre ce crime. C'était déjà une percée dans l'enquête, mais il n'y avait aucune preuve impliquant Christopher dans cette affaire, et il fallait autre chose pour indiquer que Christopher voulait la mort de sa femme. En substance, c'était une accusation très sérieuse, et la police a élaboré un plan. Les policiers ont décidé de libérer Lutando de sa détention, mais à condition qu'il remplisse les exigences de la police pour faire parler Christopher et réussir à enregistrer ses aveux du meurtre de sa femme. En échange, ils ont promis d'atténuer sa peine et de faire des concessions sur certains points. Lutando a appelé Christopher le lendemain et ils ont eu une conversation à partir de laquelle la police a tiré les bonnes conclusions. Christopher a été arrêté le même jour la nuit, 2 heures après l'appel téléphonique avec Lutando, et les événements ont évolué sur la base des nouvelles informations obtenues. Et 3 autres suspects ont été arrêtés. Et bien que Christopher ait nié sa participation à la mort de sa femme, l'essence de l'histoire était qu'il avait demandé à son garde du corps d'organiser le meurtre. Puis, Lutando avait trouvé 3 tueurs pour accomplir ce travail. Christopher avait donné l'ordre de le faire tôt le matin, à 6h30, pendant que Jade attendrait sa collègue dans la voiture qui la conduirait au travail. Il avait ordonné de simuler le meurtre de sa femme au vol, qui serait mal tourné. La date d'exécution a d'abord été fixée un jour plus tôt, le 20 avril 2015, mais pendant que les tueurs à gages attendaient et se préparaient à exécuter la commande, une amie de Jade est arrivée et les criminels ont reporté l'exécution. Apparemment, ce retard a beaucoup contrarié Christopher. Il exigeait une exécution aussi rapide que possible, et c'est pourquoi le lendemain a été fixé. Le 21 avril, Jade est arrivée aux portes de son lotissement à 6h15 du matin, et les 3 tueurs étaient déjà là, dans une voiture de location, à quelques mètres de la route. Mais les tueurs ont décidé de changer leur plan, car ils n'avaient pas besoin de témoins du crime. Au lieu de tuer Jade sur place, ils ont décidé de l'enlever, de l'emmener ailleurs et de l'exécuter là-bas. Ainsi, Jade s'est retrouvée sur le siège arrière de la voiture. Ensuite, elle a été emmenée un peu au nord-ouest et le trajet a duré environ 30 minutes. La femme a été sortie de la voiture et a battu 3 fois. Jade est morte de la 3e balle. Après son exécution, les criminels se sont rendus au distributeur automatique de billets le plus proche et ont retiré 1500 rangs, l'équivalent de 75 €. Le même jour, les criminels ont tenté une 2e fois de retirer de l'argent, mais en raison d'un code incorrect, le retrait n'a pas été effectué. Les 2 tentatives de retrait d'argent ont été enregistrées par la caméra. Le tribunal devait ainsi juger les 4 hommes ensemble, à l'exception de Lutando, car un accord avait été conclu avec lui et une autre peine devait lui être appliquée. Mais, de manière mystérieuse, avant même le début du procès, l'un des tueurs à gages est mort soudainement
laissant les deux autres avec Christopher pour répondre de leurs actes. Le 11 octobre 2015, le procès de Christopher et de deux criminels a commencé. L'accusation affirmait que le mobile du meurtre était que Christopher ne pouvait pas entretenir deux femmes. Il lui était extrêmement difficile de payer pour sa femme et sa maîtresse, et donc il a décidé que sa femme devait disparaître. En réponse à l'accusation, la défense de Christopher a déclaré qu'il a un cœur en or et qu'il n'aurait jamais agi ainsi. D'autant plus que récemment, Christopher avait acheté une nouvelle maison pour lui et Jade, et il n'avait aucun mobile de tuer sa femme. La maîtresse de Christopher, Chanel, a également témoigné au tribunal et a parlé des cadeaux coûteux que Christopher lui offrait. Elle a également confirmé qu'elle passait la nuit dans le lit conjugal avec Christopher lorsque Jade était absente et de leurs nuits passionnées dans les hôtels. Des preuves telles que des appels entre les tueurs à gages et le garde du corps de Christopher, des photos du distributeur automatique et d'autres preuves ont été présentées. Le 2 novembre 2017, le jour des 31 ans de Christopher, il a été reconnu coupable du meurtre de sa femme. Au tribunal, il a également été révélé que Christopher était sur le point d'obtenir un prêt de 2,5 millions de rands et qu'il n'avait pas l'intention de dépenser cet argent pour sa femme Jade, mais pour sa maîtresse Chanel. Le juge a conclu que Christopher regrettait d'avoir épousé Jade. Il a tué sa femme pour réduire les dépenses et diminuer sa dette croissante. En raison de ses actions sans cœur et cruelles, le juge n'a pas montré de clémence envers Christopher et l'a condamné à la réclusion à perpétuité. Les deux tueurs à gages ont également été condamnés à la réclusion à perpétuité chacun. Le garde du corps de Christopher, Lutando, attend toujours son jugement complet. Le 9 décembre 2019, le père de Christopher, Costa Panayotou, qui s'opposait à la relation de son fils avec Chanel, est tragiquement décédé. Il a été abattu près de son magasin. Il a été abattu plusieurs fois, juste au moment où il fermait son magasin la nuit, puis sa voiture a été volée. Et bien que son meurtre semble ne pas être lié à l'affaire de Christopher et Jade, c'est une autre mort horrible. Le meurtre de Costa Panayotou est un cas tragique qui a éclipsé l'affaire précédente et qui a complètement détruit deux familles. Et tout cela est arrivé à cause des actions d'un homme égoïste qui a placé sa fierté et son argent au-dessus de la vie de sa femme. Peut-être que cet homme égoïste, au nom de Christopher, est également responsable de la mort de son père. Tout le monde espère que Christopher passera le reste de sa vie derrière les barreaux, dans un profond regret et désespoir. Ok, chers abonnés, c'est la fin de cette histoire. Merci de nous avoir rejoints dans cette exploration. À la prochaine.